Le dernier jour d'un condamné. Victor Hugo. Chapitre 14. Quand je revins à moi, il était nuit. J'étais couché dans un grabat. Une lanterne qui vacillait au plafond me fit voir d'autres grabats, alignés des deux côtés du mien. Je compris qu'on m'avait transporté à l'infirmerie. Je restai quelques instants éveillé, mais sans pensée et sans souvenir, tout entier au bonheur d'être dans un lit. Certes, en d'autres temps, ce lit d'hôpital et de prison m'eût fait reculer de dégoût et de pitié. Mais je n'étais plus le même homme. Les draps étaient gris et rudes au toucher, la couverture maigre et trouée, on sentait la paillasse à travers le matelas, qu'importe. Mes membres pouvaient se déroidir à l'aise entre ces draps grossiers, sous cette couverture, si mince qu'elle fût. Je sentais se dissiper peu à peu cet horrible froid, de la moelle des os dont j'avais pris l'habitude. Je me rendormis. Un grand bruit me réveilla, il faisait petit jour. Ce bruit venait du dehors, mon lit était à côté de la fenêtre. Je me levai sur mon séant pour voir ce que c'était. La fenêtre donnait sur la grande cour de Bicêtre. Cette cour était pleine de monde. Deux haies de vétérans avaient peine à maintenir libre, au milieu de cette foule, un étroit chemin qui traversait la cour. Entre ce double rang de soldats cheminaient lentement, cahotés à chaque pavé, 5 longues charrettes chargées d'hommes. C'étaient les forçats qui partaient. Ces charrettes étaient découvertes, chaque cordon en occupait une. Les forçats étaient assis de côté sur chacun des bords, adossés les uns aux autres, séparés par une chaîne commune qui se développait dans la longueur du chariot et sur l'extrémité de laquelle un argousin debout, fusil chargé, tenait le pied. On entendait bruire leurs fers et à chaque secousse de la voiture, on voyait sauter leur tête et ballotter leurs jambes pendantes. Une pluie fine et pénétrante glaçait l'air et collait sur leurs genoux leurs pantalons de toile, de gris devenus noirs. Leurs longues barbes, leurs cheveux courts ruisselaient, leurs visages étaient violets, on les voyait grelotter et leurs dents grinçaient de rage et de froid. Du reste, pas de mouvement possible. Une fois rivés à cette chaîne, on n'est plus qu'une fraction de ce tout hideux qu'on appelle le cordon et qui se meut comme un seul homme. L'intelligence doit abdiquer, le carcan du bagne la condamne à mort. Et quant à l'animal lui-même, il ne doit plus avoir de besoin et d'appétit qu'à heure fixe. Ainsi, immobiles, la plupart demi-nus, tête découverte et pieds pendants, ils commençaient leur voyage de 25 jours, chargés sur les mêmes charrettes, vêtus des mêmes vêtements pour le soleil à plomb de juillet et pour les froids de pluie de novembre. On dirait que les hommes veulent mettre le ciel de moitié dans leur office de bourreau. Il s'était établi entre la foule et les charrettes je ne sais quel horrible dialogue. Injures d'un côté, bravade de l'autre, imprécations des deux parts. Mais, à un signe du capitaine, je vis les coups de bâton pleuvoir au hasard dans les charrettes, sur les épaules ou sur les têtes, et tout rentra dans cette espèce de calme intérieur qu'on appelle l'ordre. Mais les yeux étaient pleins de vengeance, et les poings des misérables se crispaient sur leurs genoux. Les 5 charrettes, escortées de gendarmes à cheval et d'argousins à pied, disparurent successivement sous la haute porte blindée de Bicêtre. Une 6e les suivit, dans laquelle ballottaient pêle-mêle les chaudières, les gamelles de cuivre et les chaînes de rechange. Quelques gardes chiourmes qui s'étaient attardés à la cantine sortirent en courant pour rejoindre leur escouade. La foule s'écoula. Tout ce spectacle s'évanouit comme une fantasmagorie. On entendit s'affaiblir par degrés dans l'air le bruit lourd des roues et des pieds des chevaux sur la route pavée de Fontainebleau, le claquement des fouets, le cliquetis des chaînes et les hurlements du peuple qui souhaitait malheur au voyage du galérien. Et c'est là, pour eux, le commencement. Que me disait-il donc, l'avocat? Les galères? Ah oui. Plutôt 1000 fois la mort, plutôt l'échafaud que le bagne, plutôt le néant que l'enfer, plutôt livrer mon cou au couteau du guillotin qu'au carcan de la chiourme. Les galères, juste ciel. Chapitre 15. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Pas malade. En effet, je suis jeune, sain et fort. Le sang coule librement dans mes veines, tous mes membres obéissent à tous mes caprices, je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Et cependant j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Depuis que je suis sorti de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si on m'y avait laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité, semblaient prendre intérêt à moi.
Mourir si jeune et d'une telle mort. On eût dit qu'il me plaignait, tant il s'était empressé autour de mon chevet. Bah, curiosité. Et puis ces gens qui guérissent, vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort. Et pourtant, cela leur serait si facile, une porte ouverte, qu'est-ce que ça leur ferait? Plus de chance maintenant, mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Je n'y compte pas, à moins que... Non, folie, plus d'espérance. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme et qu'on entend craquer à chaque instant, jusqu'à ce qu'elle se casse. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Si j'avais ma grâce, avoir ma grâce, et par qui, et pourquoi, et comment? Est-il impossible qu'on me fasse grâce? L'exemple, comme ils disent. Je n'ai plus que 3 pas à faire, Bicêtre, la conciergerie, la grève. Chapitre 16. Pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, je m'étais assis près d'une fenêtre au soleil. Il avait reparu. Ou du moins recevant du soleil tout ce que les grilles de la croisée m'en laissaient. J'étais là, ma tête pesante et embrassée dans mes 2 mains, qui en avaient plus qu'elles n'en pouvaient porter, mes coudes sur mes genoux, les pieds sur les barreaux de ma chaise, car l'abattement fait que je me courbe et me replie sur moi-même, comme si je n'avais plus ni os dans les membres ni muscles dans la chair. L'odeur étouffée de la prison me suffoquait plus que jamais. J'avais encore dans l'oreille tout ce bruit de chaînes des galériens. J'ai éprouvé une grande lassitude de Bicêtre. Il me semblait que le bon Dieu devrait bien avoir pitié de moi et m'envoyer au moins un petit oiseau pour chanter là, en face, au bord du toit. Je ne sais si ce fut le bon Dieu ou le démon qui m'exauça, mais presque au même moment j'entendis s'élever sous ma fenêtre une voix, non celle d'un oiseau, mais bien mieux, la voix pure, fraîche, veloutée d'une jeune fille de 15 ans. Je levai la tête comme en sursaut, j'écoutais avidement la chanson qu'elle chantait. C'était un air lent et langoureux, une espèce de roucoulement triste et lamentable. Voici les paroles. C'est dans la rue du Mail où j'ai été coltigé, maluré, par 3 coquins de rail, lire l'enfant à lurette, sur mes cycles enfoncés, lire l'enfant maluré. Je ne saurais dire combien fut amer mon désappointement. La voix continua. Sur mes cycles enfoncés, malurés, ils ont mis la tartouve, lire l'enfant malurette, grand meudon et taboulé, lire l'enfant maluré, dans mon train-main rencontre, lire l'enfant malurette, un pègre du quartier, lire l'enfant maluré. Un pègre du quartier maluré, va-t-on dire à Malargue, lire l'enfant malurette, que je suis enfouraillé, lire l'enfant maluré, Malargue tout en colère, lire l'enfant malurette, dis, qu'as-tu donc morfeli, lire l'enfant maluré. Dis, qu'as-tu donc morfilé, maluré, j'ai fait suer un chêne, lire l'enfant malurette, son auberge j'ai enganté, lire l'enfant maluré, son auberge est sa toquante, lire l'enfant malurette, et attache de ses clés, lire l'enfant maluré. Et attache de ses clés, maluré, Malargue part pour Versailles, lire l'enfant malurette, au pied de sa majesté, lire l'enfant maluré, elle lui fonce un babillard, lire l'enfant malurette, pour me faire défourailler, lire l'enfant maluré, pour me faire défourailler, maluré, ah, si je défouraille, lire l'enfant malurette, Malargue gentiferai, lire l'enfant maluré, je l'y ferai porter fontange, lire l'enfant malurette, et souliers galuchés, lire l'enfant maluré. Et souliers galuchés, maluré, mes grands dames qui se fâchent, lire l'enfant malurette, dit, par mon caloquet, lire l'enfant maluré, je l'y ferai danser une danse, lire l'enfant malurette, où y a pas de plancher, lire l'enfant maluré. Je n'en ai pas entendu et n'aurais pu en entendre davantage. Le sens à demi compris et à demi caché de cette horrible complainte, cette lutte du brigand avec le guet, ce voleur qu'il rencontre et qu'il dépêche à sa femme, cet épouvantable message, j'ai assassiné un homme et je suis arrêté, j'ai fait suer un chêne et je suis enfouraillé, cette femme qui court à Versailles avec un placet et cette majesté qui s'indigne et menace le coupable de lui faire danser la danse où il n'y a pas de plancher, et tout cela chanté sur un air le plus doux, et par la plus douce voix qui ait jamais endormi l'oreille humaine, j'en suis resté navré, glacé, anéanti.
C'est une chose repoussante que toutes ces monstrueuses paroles sortant de cette bouche vermeille et fraîche. On eût dit la bave d'une limace sur une rose. Je ne saurais rendre ce que j'éprouvais, j'étais à la fois blessé et caressé. Le patois de la caverne et du bagne, cette langue ensanglantée et grotesque, ce hideux argot marié à une voix de jeune fille gracieuse, transition de la voix d'enfant à la voix de femme, tous ces mots difformes et mal faits, chantés, cadencés, perlés, qu'une prison est quelque chose d'infâme. Il y a un venin qui y salit tout s'y flétrit, même la chanson d'une fille de 15 ans. Vous y trouvez un oiseau, il y a de la boue sur son aile, vous y cueillez une jolie fleur, vous la respirez, elle pue.